En 1969, Neil Armstrong marche sur la Lune. C'est le triomphe des États-Unis sur l'URSS. À l'époque, l'espace est une affaire d'État, une question de prestige national. Les deux blocs se livrent une guerre froide silencieuse là-haut. Aujourd'hui, le paysage a complètement changé. Entre les tweets d'Elon Musk, les ambitions de la Chine qui construit sa propre station spatiale et les projets d'exploitation des ressources lunaires, nos préoccupations ne sont plus les mêmes. L'espace devient un espace fréquenté, convoité et surtout commercialisé. Comment sommes-nous passés d'un duel entre deux superpuissances à ce qu'on pourrait appeler un embouteillage orbital? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, pour comprendre ce basculement, il faut regarder la période après les années 70. Le duo États-Unis-URSS n'est plus le seul. L'espace devient un outil de souveraineté pour d'autres nations. Le premier exemple est l'Europe. Avec le succès de la fusée Ariane dès 1979, l'Europe s'offre un accès indépendant à l'espace. Ce n'est pas juste une question de fierté, c'est stratégique. Pouvoir lancer ses propres satellites sans dépendre des Américains ou du Soviétique. Ensuite, il y a l'émergence de l'Asie. Il lance son programme habité Shenzhou. L'Inde surprend avec son agence BSRO qui réussit des missions à Bakou vers Mars. Même les Émirats arabes unis envoient une sonde dans la planète rouge. Pourquoi? Parce que posséder ses propres satellites, pour le GPS, les télécommunications ou l'espionnage, c'est devenu indispensable pour poser sur la scène mondiale. L'espace est devenu un marqueur de puissance. Si tu n'y es pas, tu n'existes pas vraiment. Mais le changement le plus radical, c'est celui des années 2010. The New Space, l'État n'est plus l'unique constructeur, il devient client. Les nouveaux acteurs, ce sont les milliardaires de la tech, SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos. Leur innovation majeure, c'est la fusée réutilisable. Avant, jeter des millions à la mer après chaque lancement. Maintenant, on pose le premier étage sur une marge et on le réutilise. Les coûts s'effondrent, l'accès à l'espace s'ouvre à tous. Et il y a aussi un espace culturel. En effet, Hollywood joue un grand rôle. Les films comme Seul sur Mars ou Interstellar contiennent notre imaginaire de la conquête spatiale. Cette pop culture rend les investissements massifs plus acceptables pour le grand public et ouvre un intérêt mondial pour l'espace. Le programme Artemis illustre aussi cette nouvelle donne. La NASA fournit le cadre, mais ce sont les entreprises privées qui construisent les administrateurs. L'objectif a donc changé, on ne cherche plus seulement à planter un drapeau, on veut s'installer durablement, préparer le voyage vers Mars. Mais cette multiplication des acteurs a un revers. Plus d'acteurs, c'est plus de problèmes. Le premier problème est l'encombrement. Avec des projets comme Starlink, ce sont des milliers de satellites en orbite basse. Cela crée donc des risques de collision et des débris qui filent à 28 000 km/h. L'orbite terrestre devient une autoroute sans limitation de vitesse. Le deuxième problème, c'est le vide juridique. En effet, le traité de l'espace de 1967 dit que l'espace n'appartient à personne. Mais aujourd'hui, ce texte est déjà dépassé. Les États-Unis ont voté le Space Act, qui autorise leur entreprise à s'approprier les ressources sur la Lune ou encore les astéroïdes. Donc on s'achemine vers une privatisation du cosmos sans règles internationales claires. Et cela crée un problème majeur. Et puis il y a un tout autre phénomène très intéressant. Récemment, une vidéo du Monde évoquait les théories du complot autour de la conquête spatiale. Vous savez ceux qui disent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, que tout a été tourné en studio. Ces théories ont toujours existé, mais elles refleurissent à chaque grande mission. Pourquoi? Peut-être parce que le récit officiel, porté par les États et maintenant par les milliardaires, est tellement énorme, tellement extraordinaire, qu'il en devient très difficile à croire pour certains. Ou peut-être parce que dans un monde où l'information est de plus en plus fragmentée, la défiance envers les institutions grandit. Toujours est-il que ces théories, aussi irrationnelles soient-elles, montrent une chose. L'espace n'est plus seulement un territoire physique, c'est aussi devenu un territoire symbolique, un champ de bataille pour la crédibilité des récits qu'on nous raconte. Enfin, une question va venir se poser. A-t-on vraiment besoin d'aller là-haut alors que la Terre brûle? L'espace est un outil précieux pour surveiller le climat, mais en même temps, il devient un terrain de jeu pour touristes fortunés. Le paradoxe est là. Pour conclure, en 50 ans, l'espace est passé du domaine sacré de l'État à un domaine marchand et multi-étatique. Aujourd'hui, c'est un territoire de coopétition, on coopère sur la Station spatiale internationale, mais on se livre une guerre commerciale pour les fréquences orbitales et la conquête de l'espace. L'espace est donc devenu le reflet de notre monde, globalisé, concurrentiel, mais interdépendant. La prochaine étape avec Artemis, ce n'est plus de regarder les étoiles, c'est d'aller y habiter. Et c'est là que les vrais défis commenceront.